prendre l'eau parce que ça va critiquer, ça fait longtemps. Là, le thé va être très très chaud. Non, c'est faux, je vais essayer de mettre du tact. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour mon bilan de février et qui est principalement composé de déceptions et de désillusions concernant certains livres, mais lesquels, suspense ou pas, parce que ça va commencer maintenant. J'ai lu 21 livres et j'ai eu un abandon, malheureusement. Ce sont des choses qui arrivent. J'en parlerai donc tout à la fin de la vidéo. Il n'y a pas d'organisation dans cette vidéo, ça va vraiment, il y a la pile à côté de moi, je vais piocher au fur et à mesure et on verra si c'était sympa ou pas sympa. Il y a plus de chances que ce soit pas sympa parce que vraiment, il y a des lectures, on souffle. Hein. Bref, commençons donc. C'était ma dernière lecture, je crois, je ne sais plus. J'ai lu La République des pirates de Jean-Marie Quéméner, je ne sais pas, les Bretons, ne m'attaquez pas. Donc c'est un tome 1. Mais après, je pense que les autres tomes, c'est un peu des tomes compagnons, je sais pas trop. Mais du coup, ici, on suit un jeune homme qui s'appelle Yann Kervadec, qui est pas orphelin, parce qu'il a perdu ses parents, mais il a été recueilli et élevé par un homme d'église, avec qui il s'entend très très bien. Et un beau jour, il part en mer et en gros, il devient pirate. C'est très mal expliqué, mais je sais pas trop comment le présenter autrement. C'est assez drôle, voilà, vous allez voir dans ce... Non, j'ai rien dit, j'allais dire j'ai lu plein de trucs de pirates, pas du tout. C'était très sympa, même si c'était un petit peu fouillis. Vous voyez Jack Sparrow bourré, le livre c'était Jack Sparrow bourré. Mais à part ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. J'ai passé un bon moment, ça s'est lu assez vite, parce que c'est des chapitres pas trop longs, et il se passe tout le temps plein de choses. Donc je me suis bien attachée au personnage de Yann Kervadec qui est un peu... Au début on sent qu'il est pas pirate, vous voyez, genre vraiment il y a une femme qui le drague ou il arrive dans un peu un bordel et on sent qu'il a zéro expérience, donc quand il fait sa première fois il est désorienté. Après pareil, à un moment, il se retrouve provoqué en duel, avec les sabres, les pistolets, on marche 20 pas, on se retourne, on tire. Enfin, on sent qu'il est un petit peu bancal sur sa situation, mais c'est justement ce qui rend le côté très drôle, très un peu pas parodique, mais je l'ai bien aimé, j'ai trouvé assez réfléchi. Pas trop naïf, genre il se laisse pas marcher et quand on lui dit des choses, il va quand même se poser la question est-ce que c'est réellement vrai, est-ce qu'on se moque de moi, parce qu'il est quand même très terre à terre. Et du coup, voilà, c'était très bien, donc. Yann Kervadec, notre jeune homme, pas forcément d'église, mais qui se retrouve enrôlé de force dans un équipage et qui va vivre plein d'aventures. C'était sympa si vous aimez les pirates, enfin tout ce qui est univers piraterie, corsaire et tout. C'était très chouette. J'ai pas trouvé ça, pas de trigger warning particulier, enfin c'est pas trop sanguinolent, genre il y avait plus de sang par exemple dans Fable ou dans La Fille du Roi Pirate, si vous voulez mon avis en mado. Donc très sympa. Ah oui, j'ai lu quelques mangas, moi aussi, très sympa. Et donc je vais en parler de deux là, mais il y en a un que j'ai pas, donc comme ça j'y pense et je ferai l'insert. Je me suis laissé de la place à côté de moi, vous avez vu. J'ai lu Ramen Akaneko, le premier tome. Trop drôle, vraiment trop bien. Ça part dans une nouvelle série que je commence et que je poursuivrai et je serai à jour parce que maintenant je serai à la librairie, donc dès qu'un tome sortira je le verrai. Qu'est-ce que c'est un chat qui fait des nouilles? Oui. Ce sont des chats qui font des nouilles. Ils tiennent un restaurant, ils font des nouilles, des ramen, tout ça. Et un beau jour, ils vont embaucher une jeune femme qui s'appelle, que je trouve, Tamako. Ils vont l'embaucher parce qu'elle a entendu qu'il y avait possibilité de travailler ici. Et ils vont lui poser la question fatidique, est-ce que t'es plutôt chien ou chat? Et elle va répondre qu'elle préfère les chiens. Donc ils vont être un peu en mode, tu vois, un petit peu... Je sais pas trop, mais en fait ça va leur convenir, pardon. Et du coup ils vont embaucher Tanako et elle va en gros devoir un peu rester dans le monde. Mais par exemple sa principale tâche ce sera avoir le service de brocher chaque chat. Ça faisait beaucoup de chat. Donc de brosser chaque chat, pardon. Et forcément c'est des chats, donc il y a des races différentes, donc ils ont chacun leur brosse préférée et tout, machin. Et après pareil ils vont être un petit peu débordés, donc il va falloir qu'elle fasse la plonge, donc elle va devoir se déguiser en chat pour un peu se fondre dans le décor. C'est vraiment très drôle. Et comme ce sont des chats qui font des nouilles, on a aussi une petite pancarte dans le restaurant en mode la direction s'excuse d'avance si par hasard vous retrouvez un petit poil de chat dans les ramen, on essaye de faire attention, mais voilà, très très drôle, très comique. Ça a fait son taf, j'ai hâte de voir la suite parce que pour l'instant je suis plutôt convaincue.
Un manga qui ne m'a pas convaincue, je l'avais mis en story sur Booksta, je vous fais un insert, c'est le premier tome de My Dear Detective, où on rencontre une jeune femme à une époque où une femme détective, oui mais non, voilà, comme dirait Ariana Grande, thank you next. Et du coup, elle fait des petites enquêtes en détective privé pour des particuliers. Et un beau jour, un jeune serveur dans le café où elle va lui dit tenez, j'ai trouvé une chaussure, il faudrait quand même percer le mystère. Et du coup, en fait, sans vraiment le vouloir, par circonstance, ils vont un peu être en duo et résoudre cette première affaire. Et après, un matin où elle retourne à son agence de détective, elle tombe sur ce fameux serveur qui va devenir son stagiaire et tout. Donc, ils vont devoir faire équipe ensemble pour des mystères. Et j'ai pas été convaincue. Déjà, la construction du récit, c'est une enquête par chapitre. Vous voyez, c'est pas un fil continu. Enfin, vous avez un fil continu concernant les personnages, donc notre duo et tout. Mais une enquête va prendre qu'un chapitre, donc à peu près une vingtaine de pages sans plus. Donc c'est très rapide, mais ce qui m'a freiné, c'est que je trouvais ça très cucu. Très cucu, très gnangnan, ça se veut drôle, mais ça l'est pas forcément, parce que blague sur blague, ça fait pas blague, voilà. Donc ça, voilà, puis je me suis pas attachée au personnage, et j'ai trouvé que c'était pas très creusé, donc un petit peu décevant. Donc voilà, je poursuivrai pas. C'était une bonne expérience, pourtant la couverture était trop belle, mais ça l'a pas fait avec moi, donc je resterai sur autre chose pour ce genre d'univers à l'enquête. Du coup, je vous ai même pas dit, mais du coup dans ma palle de février, je crois que j'ai tout lu par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc pas mal. Vous allez voir quand même, j'ai quand même fait des petites entorses parce que j'ai dit je faisais pas d'achat et tout, je lisais que des livres de ma palle pour la descente. Mais vu mon travail, il a fallu que je fasse des petites exceptions pour un peu être à jour dans les nouveautés. Donc il y en aura davantage, je pense, en mars. Mais voilà, c'est pour prévenir. Mais normalement, ma palle de février a été très bien respectée. Donc du coup, j'ai terminé la duologie In the After, In the End de Demetria Luneta chez Lumen. Par rapport à ce que je disais dans ma vidéo palle, du coup, effectivement, je n'avais pas lu ce livre. Donc je sais pas, à l'époque, j'ai peut-être recommencé le premier en pensant que j'avais lu aucun des deux. Bref, un micmac. J'ai bien aimé, mais on me laisse un peu comme un cheveu sur la soupe. Genre la fin, elle est paf. Elle arrive comme ça, paf. Et la suite, genre peut-être que je pense que c'est voulu, mais j'avoue que on laisse sur un suspense qui pourrait laisser penser à peut-être pas un tome 3 parce qu'il n'y aurait pas matière à faire un tome 3, mais 2-3 chapitres de plus, ouais 50 pages parce que je voyais la fin arriver et il me restait pas beaucoup de pages à lire et j'étais un peu en mode il va me manquer des éléments. Et ouais, la fin est un peu comme un cheveu sur la soupe. Après, elle est très correcte, hein, c'est une vraie fin, donc on referme le livre, on n'a pas de choses en suspens, c'est pas une fin ouverte, pas du tout. J'ai bien aimé, du coup, la duologie. Peut-être qu'un jour, comme la sélection, j'aurai un temps où je relirai les deux à la suite pour vraiment réavoir tous les éléments en tête. Beaucoup d'action. J'ai bien aimé la dimension et la tournure que prenaient certains événements ici parce qu'on est dans un autre univers. Dans le premier, on était vachement sur nos deux personnages qui étaient vraiment toutes les deux, vous voyez, dans leur périple. Ici, on a quand même un plus grand panel de personnages qui est très cool. Par contre, la personnage principale, Amy, agaçante sur 10, madame, il n'y a pas à être aussi tête brûlée, il y en a marre. Genre, à un moment donné, les filles, je sais pas ce que vous avez, elles doivent en faire qu'à votre tête, mais des fois quand on vous donne des conseils, que ce soit un homme, une femme, un chien, c'est pas pour vous mettre dans une mauvaise position, c'est pour vous aider, il faut écouter et être ouvert, voilà. Mais sinon, bonne fin de saga et bonne biologie. On va remplir des livres, vous verrez ça dans le cadre, ce sera pas beau du tout, mais c'est pas grave. Une très bonne lecture, vraiment très très bonne. Je m'attendais pas à autant aimer, j'ai lu du coup le premier tome de la Library Jumpers, donc la voleuse de secrets. J'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 3,5 ou 4 sur 5. C'était très dynamique. J'ai vraiment retrouvé l'ambiance young adulte que j'aime bien chez les Lumen, que j'avais dans La Conspiration ou ce genre de lecture. Les personnages sont très cool. Ça m'a fait un petit peu penser à The Mortal Instruments. Si jamais vous voulez un petit peu situer le truc, où on a un peu ces créatures-là, on a un peu une école un peu secrète et tout. Après, j'avoue que je suis un petit peu restée sur ma faim sur le côté Library Jumpers, où on ouvre des livres et on saute dedans. Je m'attendais à ce que ce soit davantage un peu plus cadencé, avec des missions un peu plus côté, je sais pas, peut-être historique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, quand je lis La Légende des Templiers, on poursuit des objets sacrés et tout.
dans l'univers. Et là, je m'attendais, ouais, par exemple, qu'on ait un vol d'un bouquin dans une bibliothèque. Et du coup, notre jeune personnage et ceux qui l'entourent sautent dans le bouquin et courent après les méchants. Et en fait, pas du tout. Mais contrairement à certaines lectures qui me déroutent quand c'est pas ce à quoi je m'attends, exemple Night School, ici, j'ai pas été dérangée et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très rapide, enfin très dynamique, pas très rapide dans le sens de la résolution des trucs. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, je dirais la suite avec plaisir, avec entrain, parce que ça promet de bonnes choses. Il y a des plot twists qui sont un peu prévisibles, il y en a d'autres qui ne le sont pas, donc j'ai trouvé ça très cool. Et ouais, comme je dis, le côté des personnages secondaires, encore une fois, que j'ai beaucoup aimé, et moi je trouve les personnages secondaires toujours très importants dans ce genre de livre. Donc voilà, une vibe à la The Mortal Instruments, très très chouette. Peut-être même un petit peu, ça aurait pu être... je vais dire les gens de Born, même si j'ai pas aimé les gens de Born plus que ça, mais dans le côté où on se retrouve un peu par mégarde avec une jeune fille qui est projetée ici sans rien savoir et du coup on doit un peu tout lui expliquer. Elle est pas nunuche, j'ai vraiment bien aimé Gianna, ça plutôt pas sur son sort, c'était très cool. Donc ouais, je recommande vivement et je lirai la suite avec un grand plaisir. Un plaisant plaisir, je dirais que dans le titre, il y a les mots désillusion et déception. Mais, à ma grande surprise, ils ne concernent pas ces deux lectures qui sont Journal d'un vampire, tomes 6 et 7. Et oui, ces deux tomes font partie de mes agréables moments de lecture de ce mois-ci. Pour vous dire à quel point, c'est que j'ai lu les deux en même pas 3 heures chaque. Donc, je pense que ça en dit long. Le 6... plutôt très sympa, j'ai bien aimé la tournure que ça prenait parce qu'on a enfin l'intrigue qui me saoulait qui est vraiment passée à la trappe, on se focus sur autre chose. Et le tome 7, je l'ai vraiment apprécié aussi, je retrouve qu'on a vraiment un peu l'ambiance de la série au moment où Elena, Bonnie, Caroline arrivent à la fac. Et j'ai bien aimé retrouver cette ambiance d'université. Les personnages également sont très sympas. On en a d'autres qui apparaissent qui m'intriguent aussi, donc j'espère que ça va aboutir à davantage de relations amicales ou autres. En revanche, Bonnie, madame, vous êtes insupportable. Vraiment, Bonnie, on dirait, elle est là-dedans, elle a 14 ans, elle est débile. Vraiment, elle est nunuche au possible, c'est fou. Alors que dans la série, vraiment, c'est l'un des personnages les plus badass qu'il y a. Mais alors dans la série, vraiment, Cucula Praline, on souffle. Et il nous faut une ventoline. Hormis ça, je sais pas si c'est très français de dire hormis ça, bref, l'intrigue ici est pas trop mal. Je trouve que par rapport aux 5 premiers tomes et la moitié du 6, le niveau se relève. Je prends davantage plaisir à rentrer dans le bouquin, je suis beaucoup moins réticente, en mode je sais que je vais lire de la merde. Là, je me dis, ça peut être potentiellement intéressant. Il y a un peu plus d'humour dans celui-là qui est sympa. Mais oui, c'est vrai que Elena détestable, Bonnie détestable, Meredith qui n'existe pas dans la série est très sympa. Donc voilà, Stéphane, le bureauté pleure vraiment dans le 6, fadasse au possible. Et pourtant, moi de base dans la série, je suis un peu team Stéphane, pas Damon. Mais voilà, par contre, le triangle amoureux est vraiment nul. Oh là là, vraiment, dans les bouquins, il est nul de chez nul. Bref, voilà pour ça, une bonne surprise pour vous, pour moi, pour le monde. Journal d'un vampire, on poursuit, il ne reste que 3 tomes sur mes étagères, mais je crois qu'il y en a 11, donc il m'en reste 4 en tout à lire. Je pense que les unités 9 vont passer ce mois-ci. Une autre plutôt très bonne lecture, bonne découverte. J'ai lu, alors c'est mon épreuve non corrigée, donc c'est moche, c'est normal. J'ai lu Steve's Gambit de Kevin Lewis. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée, je pense que c'est une connotation un peu racisée, mais du coup voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? On rencontre une jeune fille qui s'appelle Ross, enfin Rosaline Ross, qui fait partie d'une famille de voleurs à grande échelle. Et elle va, par un concours de circonstances, voir sa mère se faire enlever, alors qu'elle était sur le point de s'enfuir, entre guillemets, parce qu'elle rêve de pouvoir aller à l'université, à la fac, se faire des amis et tout, ce qui, en étant dans une famille de voleurs, est un peu compliqué. Et donc sa mère se fait kidnapper, et elle va être contrainte de devoir participer à ce qu'on appelle le trophée, je crois, ouais c'est ça, qui est un espèce de Hunger Games, mais pas sanglant, mais genre on a des épreuves des adversaires, et c'est le dernier qui reste qui remporte la mise. Et du coup, la victoire serait signe pour elle de pouvoir sauver sa mère. Donc elle va arriver là-dedans et forcément en tant que voleur, la première règle c'est de faire confiance à personne et elle va quand même devoir faire équipe avec certains adversaires.
Et j'ai trouvé ça très bien mené. Je trouvais que c'était très haletant, une bonne course contre la montre, il y a un vrai dynamisme. J'ai beaucoup aimé je dirais les 70 dernières pages où là vraiment il se passe truc sur truc, révélation sur révélation. Alors forcément oui, il y a encore des trucs prévisibles, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien parce que comme on est pris à fond dans la lecture, on avance vite et du coup quand ça tombe, bah, on se dit ah bah ça tombe maintenant et en gros on s'y attend, et j'ai trouvé ça très chouette. Rosalie, notre personnage, est sympa, voilà. Son love interest, pardon, sympa, voilà. C'est pas les personnages qui m'ont le plus marqué. Il y en a d'autres dans l'équipe qui m'ont davantage intriguée. Attendez. Mais voilà, c'est un premier tome. Pareil comme avec, je sais plus quel bouquin je vous ai montré, mais quand on arrive à la fin, on dirait pas assez de pages pour que j'ai une réponse qui me convienne. C'est le cas ici, j'ai hâte du tome 2, mais comme il est sorti le 1er février, ça va pas être tout de suite, donc je peux toujours attendre ma poire. Je le recommande. En plus, petit point, j'allais dire disclaimer, mais pas du tout. C'est une héroïne racisée, d'après ce que j'ai compris par rapport à certains sous-entendus et tout, les cheveux crépus et tout, donc voilà, ça peut, si jamais dans votre entourage ou vous-même avez envie de vous identifier, c'est parfait. Voilà pour ça. Et une autre très bonne lecture, donc voilà, celle-ci et puis celle que je vais vous montrer font partie des exceptions de ce mois-ci de ma palle parce que c'était davantage pour le boulot pour pouvoir en parler. J'ai lu le fameux Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Alors, je vais commencer par la fin. Je suis un petit peu déçue parce qu'à la fin il n'y a pas de remerciement de l'auteur. Genre, je sais pas pourquoi quand j'ai fini le livre, j'aime bien, vous voyez, avoir le mot de l'auteur en mode merci, pas les merci machin, mais en mode quand il parle un peu, j'ai eu telle idée, cet univers, nan. Et là il n'y en a pas, et je trouve que ça met une distance entre l'auteur et moi. Voilà, vraiment, la nana écrit, je trouve que en mode elle écrit son livre et puis basta, je m'en fous du lecteur. Je trouve que c'est un petit peu limite, vous voyez, genre c'est, je sais pas si ça vous fait ça, mais j'aime beaucoup les mots de remerciement des auteurs. Et là, le fait qu'il n'y en ait pas, alors je demande pas 3 pages de remerciements comme Monsieur Chatham, mais je sais pas, ouais, ça m'a un petit peu fait tiquer. Bref, tout ça pour dire, Noblesse oblige, donc un tome unique, ça se ressent, on va en parler. On est sur quoi? On est sur une sélection un peu à la Frenchie. Noblesse oblige est une émission de télé-réalité où on suit des prétendantes qui qui sont généralement pas très riches ou quoi, qui vont avoir l'occasion de séduire des prétendants qui eux sont un petit peu plus fortunés. Et voilà, télé-réalité, les princes de l'amour quoi, je vais pas vous faire un dessin. Ça marche bien. J'avais adoré la sélection vraiment, donc je voulais pas en lire un copier-coller, je ne m'attendais pas à en lire un copier-coller non plus parce que c'est un tome unique. Attendez, je me remets. Ça marche bien, ça se démarque, ça crée sa propre identité parce que en gros ici la révolution en France n'a pas abouti et donc c'est toujours une monarchie dans le pays. Notre personnage principal, c'est Gabrielle, va être sélectionnée pour cette émission de télé-réalité et elle va forcément être un peu les yeux et les oreilles de la rébellion secrète, quoi. La rébellion anti-royaliste va par un certain biais lui faire parvenir des infos, etc. Et notre Gabrielle va découvrir que ce qu'on montre, c'est pas forcément la réalité, que pareil, cette émission est très scénarisée. Donc j'ai trouvé le côté télé-réalité plus proche de ce qu'on connaît nous, avec les Marseillais, les Anges et tout, où vraiment on a vraiment ce côté scénarisé, où on va refaire des scènes, refaire des prises, on va dire à un tel de dire ça, et on va dire à Machine d'aller dire ça à un tel pour que ça crée des problèmes, et machin, chouine un peu, rigole ici, voilà. De ce côté-là, j'ai trouvé ça plus crédible. En revanche, je trouve que ce qui m'a manqué, c'est le côté, vous voyez, dans la sélection, par exemple, on avait des interviews des prétendantes, on avait quand même beaucoup d'échanges entre les gens. Et là, le fait que ce soit pas que des femmes qui se battent pour un garçon, mais des femmes qui se battent pour plusieurs garçons, et on évoque certains personnages, mais on les creuse pas. Donc on sait pas combien d'être prétendants, on sait pas qui est qui, on sait pas qui a des affinités avec qui. Enfin, vous voyez, il n'y a pas genre de classement ou d'interview, et j'ai trouvé que c'était un peu le côté qui manquait parce qu'on est très centré sur Gabrielle. Après il y a une intrigue qui se profile par rapport à certains personnages. J'ai trouvé ça très entraînant mais quand même très prévisible. Voilà, c'était alors je m'attendais pas à ce que ce soit un tel degré de non moral parce que vraiment dans les 100 dernières pages je dirais
On a des trigger warnings donc après il y a du sang sur la couverture, donc fallait s'y attendre, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi trash. Donc faut quand même s'y préparer, hein. Je parle torture, maltraitance humaine, agression la totale, vraiment. Petit côté sociopathe selon certains personnages, donc voilà, faut quand même s'accrocher pour la dernière page, mais ça enlève rien au rythme, au contraire. Cependant, le fait que ce soit un tome unique, moi je suis très friande de saga. Moi quand il y a 2 tomes minimum, ça me ravit. Quand il y en a 3, c'est super. Et on sent un peu, et j'en ai discuté avec une copine aussi qui l'a lu, c'est que la fin, elle est un peu comme avec In the End, où paf, genre vous avez 3 pages, c'est fini. Genre j'aurais voulu peut-être un épilogue un petit peu plus étayé sur ce qu'il advient du choix de certains personnages, des conséquences de certaines actions. Là c'est en mode ça se finit un peu tout beau tout rose, alors que 2 pages en avant c'était taper 1 pour la guillotine, taper 2 pour l'écartèlement, tu vois. Donc un peu mitigé sur la fin, c'est un peu l'auteur, il fallait qu'elle aille vite. Mais je pense que 30 pages de plus, ou même juste 10, ça aurait pas été de trop, au contraire. Donc ça reste une très bonne lecture, je mettrais 3,5. Je crois que j'ai mis 4 sur Booksta, mais en y réfléchissant peut-être plus 3,5, mais c'était très chouette. Juste ouais, le mot de la fin, madame, vous mettez une distance entre vous et moi. Ah bon, un flop. Enfin un semi-flop. Comme j'ai dit sur Booksta, j'ai lu La Saison des Disparus de Matthew Sylvander chez l'École des Loisirs. Je le dis pas pour tout, désolé, bref. De toute façon tout est en barre d'infos. Ici on me promettait un petit truc un peu, pas Sherlock Holmes, mais mystère, enquête, dans un univers un peu à la Bridgerton pour ados. Il m'en fallait pas plus. On va rencontrer 2 sœurs, donc Elisa et Eleanor je crois, qui vont arriver à Londres pour le début de la saison, donc pour faire leur entrée dans le monde, rencontrer des prétendants, etc. Et en parallèle de ça, on a dans le monde des disparitions d'enfants qui font la une des journaux et on sait pas trop qui, quoi, comment, pourquoi. Et du coup, nos 2 sœurs, alliées avec 3 garçons, donc il y a un journaliste, un héritier et puis un valet, je crois, un comte. Ouais, c'est un journaliste, un valet. Non, un journaliste, un comte, un riche héritier. Et donc ils vont partir un peu en excursion par rapport à ce mystère parce que personne ne les écoute, donc ils vont un peu en faire qu'à leur tête. Donc déjà ce côté-là où t'as 16 ans, tu pars sans rien dire à personne, enfin tu dis à des gens, à tes tuteurs et ils font ok pas de soucis, mitigé campagne. Mais alors vraiment le problème de ce bouquin c'est sa fin. Encore une fois vraiment j'ai un problème avec les fins là aujourd'hui, mais là la dernière phrase elle est catastrophique, elle m'a outrée. Vraiment ça m'a outrée, ça m'a énervée. J'ai adoré les personnages, nos 5 personnages, notre groupe de personnages est trop chouette. Les 2 sœurs sont super, elles ont un super caractère. On a des bons messages féministes dans le bouquin pour l'époque à laquelle ça se passe, donc j'ai trouvé ça très très cool. En revanche, la tournure de l'intrigue est catastrophique. Alors, il y a un personnage, on le voit venir à 10 000, dès qu'il apparaît, on sait, c'est toi. Voilà, tu es coupable. Mais en revanche, il y a un petit twist qui pourrait être sympa, mais qui est catastrophique. La fin est catastrophique. Vraiment, je l'ai trop dit là, on aurait pu mettre un compteur. Mais en gros, on nous parle de disparition d'enfants. On nous parle de disparition d'enfants aux alentours de plus de 160 sur 70. Quand même beaucoup, vous voyez, genre à un moment donné, ils sont où? Et à un certain moment du livre, on retrouve un certain nombre, je n'en dis pas plus, d'enfants. Et les autres, on s'en fout. Genre, on revient pas dessus, on s'en fout de ce qui a pu ou peut leur arriver. Où sont-ils? On s'en fiche. Et vraiment, la dernière phrase du bouquin, bah frère, c'est un mauvais rêve, pense à autre chose en gros. Ah non, non, moi ça m'a blasé. Genre, déjà c'est très long, c'est long à démarrer, l'histoire. Mais alors pour une fin comme ça, bah, je préfère que ça démarre pas. Parce que vraiment, je sais pas, l'auteur, il avait pas d'inspi pour... combler les trous, genre l'explication qu'il nous donne à ce qui se passe, à la raison du méchant de faire ça, si t'as pas d'inspi, bah écris pas, ou alors attends et réfléchis et fais d'autres trucs quoi. Mais non, pas du tout convaincant. Après le côté ouais Bridgerton, enquête, ça c'est respecté, mais alors l'enquête nul sur 10. Parenthèse très rapide, le projet Chatham, la vidéo est sortie dimanche dernier ou samedi dernier, je ne sais plus. Donc j'ai continué comme prévu. Là j'ai pas besoin de faire d'insert parce que j'ai récupéré les livres. J'ai lu Le Sang du Temps et Carnage, donc les 2 one-shots de ce mois-ci.
Je vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos dans le petit i parce que maintenant je sais faire. Donc j'ai lu Carnage, qui est une lecture sympathique, très haletante, très prenante, qui est un livre très petit, même pas 100 pages, sur le sujet des tueries de masse dans les lycées aux États-Unis. Je l'ai trouvé très sympa, c'était bien fait. J'avais peur qu'en si peu de pages ce soit bâclé, mais pas du tout. Maxime Chatham a su entretenir l'attention parce que j'ai trouvé que petit livre voulait dire très grand rythme, dans le sens où ce sujet de tuerie de masse, bah forcément quand il y a une situation comme ça, il faut réagir vite pour ne pas que ça s'épanche à d'autres endroits et voilà. Et en plus on a un côté, on a toute une dimension centrée sur le racisme parce que notre enquêteur, notre protagoniste principal est noir et où prend place l'action, on comprend que ça peut avoir un lien, les noirs vous êtes gentils mais chez vous vous êtes mieux, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc j'ai trouvé ça très bien fait, pas maladroit, après vous le voyez je ne suis pas noire donc je suis peut-être très mal placée pour le dire, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, il n'y a rien qui m'a déplu ici, mais c'était pas un coup de cœur, au contraire de Le Son du Temps que j'ai adoré, vraiment. Pareil sur ma vidéo il y a une personne qui m'a dit que c'était l'un de ses livres préférés aussi. C'est un livre, un reviens-y comme on peut dire. Où en fait j'avais trop du mal à faire des pauses parce que comme les chapitres sont super courts, ils sont super entraînants et donc il fallait toujours que je tourne les pages. Quand je le posais, il fallait que j'y retourne. C'était trop bien. Ici, on est sur je dirais un thriller historique double temporalisé. Donc le présent est 1928. Donc le présent se passe à Paris et au Mont-Saint-Michel. L'autre en 1928 se passe au Caire en Égypte. Donc voilà, on suit une personnage qui, pour certaines circonstances, a vu des choses et entendu des choses par rapport à son métier qu'elle n'aurait pas dû. Donc on veut un peu la mettre sous surveillance au Mont-Saint-Michel. Et là-bas, elle va découvrir un espèce de carnet journal intime qui relate des faits qui se sont déroulés au Caire en 1928. Et à travers sa lecture, on va suivre cette enquête, du coup, pas une enquête. Et j'ai trouvé ça très bien fait, très rythmé. On n'est pas juste en mode elle lit les passages et on lit à travers elle. On vit vraiment les choses parce que Monsieur Chatham fait en sorte... Je l'appelle monsieur, il va croire que... Je sais pas, bref, donc Maxime Chatham, voilà, on est personnel, ici on est intime, nous relate ça en mode, à la fin d'un chapitre, il va nous indiquer que Marion, notre personnage, commence à lire un chapitre du journal, et du coup le chapitre suivant, c'est vraiment romancé, l'enquête, c'est pas juste du récit, enfin vous voyez ce que je veux dire. Au pire, regardez la vidéo Projet Chatham, comme ça vous faites des vues, vous mettez un like, vous vous abonnez, et hop, c'est la première fois que je fais de la pub, vous avez vu. Bref, coup de cœur, j'ai adoré, donc j'espère qu'il a d'autres thrillers historiques à son panel, notre cher Maxime, parce que là il m'a convaincu de chez convaincu. En plus, que ce soit l'un ou l'autre, pas trop sanglant, pas trop gore, pas trop de description, donc si on veut aborder l'auteur sans être trop un peu détourné psychologiquement, ça fait carrément le taf, c'est trop bien. Donc voilà, lisez Le Son du Temps, c'est bon, je l'ai remis en rayon à la librairie, là je peux vous dire que je vais le vendre à tour de flop. Un flop, et quel flop, mon dieu, je suis déçue d'être déçue parce que après, encore une fois, c'est à cause de mes attentes qui n'étaient pas ce que j'ai lu. Voilà, j'ai subi le Chardonneret de Donata. Alors on dirait pas, hein, mais c'est 1200 pages. Et du papier Bible, vous voyez, genre vraiment il est tout flop. C'était long, c'était long. Après, alors attention, j'ai trouvé ça flop pour moi, mais je comprends ce qu'on peut trouver à ce livre, ce qu'on peut aimer dans l'écriture de Donata. Je comprends que ce soit le livre préféré de nombreuses personnes, parce que c'est un livre qui est contemplatif, qui aborde des sujets très compliqués, on a pas mal de trigger warning. C'est un livre que je mettrais dans la même case que c'est la vie devant soi, ou La vie pour une autre, enfin je sais plus le titre du bouquin, si je le retrouve il s'affichera sur ma tête, mais ce livre là qui fait pleurer tout le monde, qui dévaste tout le monde, avec le mec qui a l'air de chouiner sur la couverture là, c'est un livre que je range dans cette catégorie, donc je comprends qu'on l'adore, vraiment je comprends ce qu'on peut y trouver à 100%, mais moi être dans la tête d'un gamin de 13 ans qui raconte « Ah je vois les gens faire ça, ah moi je fais ça, ah moi je vais là », non, flemme. Et puis après toutes ces misères, tous ces malheurs, comment ils tournent mal, etc. C'était long. Vraiment l'éternité en un bouquin.
Et puis voilà, moi je m'attendais, le Chardonneret, vu le résumé, donc du coup pour ceux qui ne savent pas, on rencontre Théo qui, par un concours de circonstances, un attentat dans un musée, enfin une attaque terroriste dans un musée, perd sa mère et se retrouve en possession du Chardonneret, donc ce petit tableau. Et du coup il va devoir le protéger et il a toujours un peu peur des répercussions. Et je pensais qu'à un moment ces répercussions allaient arriver, mais pas du tout. Voilà, c'est ça mon constat, c'est que moi je m'attendais, donc là on le découvre, il a genre 13 ans je crois, ou 8 ans au début, enfin je sais plus, bref, on suit toute sa vie au type. Et du coup il est en possession de ce tableau et il le garde, il le cache. Et je pensais qu'en fait à un moment on aurait une ellipse où l'affaire, la disparition du tableau revient sur le devant de la scène et un peu course-poursuite, course contre la montre, où il faut qu'il se débarrasse du tableau, ou alors il se rend, ou je sais pas, mais pas du tout. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait rien de tout ça, c'était pas du tout haletant, c'était pas du tout une enquête, c'était juste du blabla. Voilà. Donc Donatarte et moi, on n'est pas copines, on n'est pas copains, je sais pas, c'est une femme, c'est un homme. Mais voilà, c'est pour moi un flop, mais je comprends que pour certains soit un top et une masterclass classique littérature. Ça l'a pas fait pour moi parce que mes attentes n'étaient pas les bonnes. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a que des déceptions et il reste que des déceptions. J'ai lu le tome 2 de Three Dark Thrones, donc One Dark Throne. Mitigé campagne. D'ailleurs, là, j'étais en train d'échanger avec Camille, donc ma copine dont je vous parlais, qui a le même avis que moi sur celui-ci. Le soufflet retombe. Hein. Vraiment, le tome 1, incroyable. Mais alors, ce tome 2, un peu fouillis, un peu bazar. On en a de partout. On sait plus qui est qui. La Catherine, elle est détestable. C'est un peu le bureau des pleurs à des moments. J'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. J'ai pas retrouvé pas le charme du premier, mais genre l'entrain que j'avais eu à découvrir le premier avec les révélations, les rebondissements. Là, j'ai trouvé que ça coulait un peu de source. Genre, ok, genre ça s'enchaîne, ok, d'accord, vas-y. Mais j'ai pas repris le même plaisir. Est-ce que c'est parce que le laps de temps entre la lecture du premier et du deuxième a été très long? Je ne sais pas. Mais je lirai la suite parce que je suis curieuse de voir. Mais c'était pas le même entrain. Genre, je sais que Marine a lu la suite et que pareil, elle était pas très convaincue. Donc, de toute façon, à partir du moment où j'ai vu son message, une fois que t'as lu, il faut qu'on parle de ce livre-là et tout. Je savais qu'elle allait pas me dire j'ai adoré, t'as vu, c'est incroyable. Non, c'était pas incroyable, malheureusement. Donc, dommage pour celui-là, j'espère que la suite relèvera le niveau. Pareil, les éditions Le A là qui vont sortir les formats poche de ça et de la série de John Gwynne, la Malice et tout. Vos couvertures poche, elles sont dégueulasses, ma gueule. Vraiment, elles sont dégueulasses. C'est abusé de faire des trucs moches comme ça. Parenthèse fermée. Déception suivante. J'appelle à la barre l'accusé, la dernière étoile de Ricky Ancé. Pardon. Donc, la dernière étoile... ça va me tomber sur la tête. Comme le ciel chez les Gaulois, Astérix Obélix. Le tome 3 de la 5ème vague. Alors, le tome 2, vous saviez que j'étais mitigée, on en a parlé. J'ai vraiment continué pour les personnages. Peut-être n'aurais-je pas dû continuer parce que pour lire cet enfer, vraiment, j'ai pas du tout eu l'impression de lire quelque chose écrit par la personne qui a écrit le premier tome. Vraiment, le premier tome est tellement bien, très intriguant. Le tome 2, un peu fouillé au niveau de l'intrigue sur les autres là. Mais alors, ce tome 3, il part dans tous les sens, ça ni queue ni tête. On te sort des infos qui sont censées être logiques, mais par rapport à ce que tu as lu avant, un petit peu bancal. Les personnages sont détestables. Vraiment, la Ranger, là, quand c'est de son point de vue, je peux pas me la voir, celle-là, vraiment. Vraiment, une pastèque, un melon, tout ce que vous voulez. Vraiment, elle a la salade de fruits, sa tête, là, ses chevilles, elles enflent tellement, je pense qu'elle peut plus marcher. Evan Walker, dans celui-là, c'est Casper, alors que c'est censé être un des personnages principaux. Cassie, toujours un peu sympathique et drôle, mais un peu naïf quand même. Non, vraiment, ça m'a pas convaincue. Franchement, je comprends toutes les personnes qui n'ont pas aimé, qui ont été très déçues par la suite, parce que je sais pas ce que l'auteur a fumé entre deux, ou mangé, ou bu, ou que sais-je. Mais monsieur, quand on écrit une trilogie, on la prévoit de A à Z avant de commencer à rédiger, parce que là, ni fil ni à faire. Donc vraiment pas mémorable du tout, dommage fromage. Ensuite, alors un petit peu plus sympa, donc à nouveau de manga mais de la même série. Un tome 1, un tome 2, j'ai commencé Un dragon dans ma cuisine, qui est pour ma part très mignon, très sympa, très cosy fantasy. On rencontre une jeune femme qui est une étudiante qui va pour ses études devoir un peu avoir une sorte d'Erasmus, vous voyez, genre un échange.
Et donc elle va aller en cours et en fait dans la maison qu'elle va louer, qu'elle va habiter, elle va tomber sur une espèce de pierre ronde un peu bizarre, donc elle le met dans un coin. Est-ce que c'est un œuf? Est-ce que c'est juste une pierre? On ne sait pas, donc elle le laisse dans un coin et un jour un petit animal en sort. Elle pense que c'est un lézard, sauf que Monsieur Lézard grandit. Et c'est en fait un dragon, un drake, comme ils les appellent dans le bouquin. Et du coup, bah, elle est un peu au milieu de la forêt, donc il faut qu'elle le cache. Et puis comme un dragon s'agrandit, ça prend de la place, enfin voilà. Donc sa famille, qui est très gentille, va un peu l'aider et tout. Dans le tome 2, on a une autre petite part d'intrigue en mode une personne peut-être pas très bien intentionnée va tomber dessus et donc se poser des questions. J'ai trouvé ça très mignon, quoique c'est pas un coup de cœur parce que notre héroïne est quand même très naïve. Enfin, madame, à un moment, je veux dire, t'as un lézard géant chez toi, il crache du feu, tu fais pas le lien. Genre, je sais pas quelle espèce c'est. Madame. À un moment donné, faut connecter les deux neurones. Le fil rouge avec le fil rouge, le fil jaune avec le fil jaune. Enfin, je sais pas, bref. Donc, il y a cet aspect-là un peu nunuche qui m'a un peu fait déchanter, mais après, c'est pour de la jeunesse, donc c'est très bien. J'espère qu'il va y avoir une petite romance dans la suite parce qu'elle a un camarade dans sa classe qui est vraiment très mignon, donc à voir. En plus, elle a déjà mis un vent, donc bref. Ce sera une série en 4 tomes, donc c'est bientôt fini, donc c'est très chouette. Donc voilà, je vous conseille un petit manga très doudou, très mignon. Ensuite, un livre moins mignon, j'ai lu Cottage Fantôme et Guet-apens, donc c'est le premier tome d'une saga, je dirais, de Cozy Mystery qui s'appelle Campbell et Carter, je crois, enfin bref. Alors, encore une fois, comme le mois dernier, j'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu le mois dernier? Je sais plus. Bref, j'ai lu un truc que je considérais pas comme un Cozy Mystery. Ah oui, le truc avec les vieux, là, le Murder Club du jeudi. Même catégorie. Pour moi, c'est un Cozy policier, si vous voulez. C'est un policier très sympa, très doux. Mais c'est pas du Cozy Mystery. Faut pas me le vendre comme ça, faut pas le vendre comme ça. Ici, donc, on retrouve... on a au début un mec qui a un rendez-vous un peu pro dans un endroit. Il va tomber sur un corps et il va partir. Il va penser que personne l'a vu, mais en fait quelqu'un l'a vu, le corps va être découvert plus tard, et en fait on a sur l'enquête une vraie policière. Alors que pour moi, un Cozy Mystery, les enquêteurs, c'est les villageois, vous voyez. Ici on a des vrais policiers sur l'affaire, donc on sent qu'il y a un supérieur qui arrive, donc ils vont être le duo Campbell et Carter, voilà. Ça se met en place dans ce premier tome. Alors oui, on a un peu des commérages autour, parce qu'il y a l'analyse très caisse qui a vu la voiture partir, blablabla. Mais ça n'a rien de transcendant, vraiment. Je trouvais la résolution d'un truc un peu tirée par les cheveux. Il y a des éléments un peu chelous. Il y a 2 plots sympas pour 3 plots nuls en fait, en gros. Donc non, pas convaincu, ça m'a pas fait rire. Moi, comme je vous dis, un Cozy Mystery, je me fends de la poire. Si je me fends pas la poire, bah c'est raté. Donc ça m'a pas convaincu. Peut-être lirai-je, comme pour le Murder Club du jeudi, le tome 2 pour me faire un avis plus global. Mais ce sera pas dans mes priorités. Pour l'instant, ce n'est pas convaincant. Voilà. En revanche, plutôt Fana. Genre réconciliation, on avait désillusion, déception, ici on a réconciliation, vraiment la 3e étape. Madame Jenny Colgan et moi n'avons pas été copines à Noël avec sa romance techniquement de Noël, que je ne considère pas comme ça, Noël à la Charmante Librairie, parce qu'il y a Noël dans le titre que c'est convaincant. J'ai donc lu La Petite Boulangerie du bout du monde, qui, je sais pas si c'est son premier roman, mais en tout cas c'est le premier roman que j'avais d'elle dans mes stagiaires depuis très longtemps. Et après ma mésaventure de décembre, j'y allais pas à reculons parce que je me dis que c'est 2 contextes différents. Donc je laisse une chance. Et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Là j'ai vraiment lu ce que je m'attendais à lire avec du Jenny Colgan. Donc on est sur du feel good, c'est tout cosy, c'est cocooning. Une jeune femme qui a un mariage, ça va pas, son boulot, ça va pas, donc elle plaque tout, elle va s'installer dans un petit village des Cotswolds, je crois, non des Cornouailles, pas du tout. Et du coup, elle va habiter dans un appartement, et en fait, en dessous de cet appartement, il y a un four pour faire du pain. Donc elle adore faire du pain, on va faire du pain un peu pour le village, parce que la boulangerie du village est pas folle. Et là, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça rafraîchissant, les personnages, tous autant que les autres, sont sympas. Il y a un moment, un petit retournement de situation qui, ma foi, m'a plu. Ah oui, à un moment, il y a un retour d'un personnage. J'étais en mode, oh, ça va tout gâcher, c'est trop chiant et tout. Au final, c'était passager, donc j'ai bien aimé. J'aurais plaisir à lire ce qu'il y a d'autre dans l'univers de la boulangerie du bout du monde. Parce
que je sais qu'il y en a d'autres. Donc est-ce que je vais retrouver les mêmes personnages ou quoi, j'en sais rien. On verra, mais pour le coup ça m'a convaincue. La personnage principale était très sympa. C'est vraiment ouais, le petit feel-good tranche de vie qui me fonctionne bien, qui a bien marché avec moi. Ginny Colgan et moi sommes réconciliés pour le moment. Suivante, alors... Vous voyez le Chardonneret, c'était très long. Là aussi c'était très long, mais moins compliqué à lire, je sais pas. Bref, j'ai lu À ce point de folie de Franz Hobel, donc voilà, qui est très épais, qui est un récit qui met en scène le naufrage de la Méduse, donc la couverture de toute façon c'est le radeau de la Méduse, là, de machin truc. Bref, vous avez compris. Alors, j'avais peur en commençant que ça me fasse la même impression que Les naufragés du Weiger de David Grann que j'ai lu en décembre, je crois, en janvier, en décembre. Non, j'ai lu en décembre mais je voulais présenter en janvier parce que je l'avais oublié, tête de linotte. Et donc j'avais peur que ce soit vraiment un truc très taiseux, très exposé sur le sujet. Et en fait, pas du tout. Pour le coup, ici, j'ai vraiment eu un roman d'aventure, un peu à la Jules Verne. Par contre, qu'est-ce que c'est long. Oh, qu'est-ce que c'est long. Pourtant, je l'ai lu vraiment, quand je lisais vraiment 150 pages par 150 pages. Genre, vraiment, je lisais pas 20 pages par-ci, 20 pages par-là, où vraiment la sensation de longueur, elle est longue. Parce qu'on a quand même 650 pages. Quand j'étais à la moitié aux 350, c'était laborieux. Déjà, je me disais, putain, il en reste encore 300, tu vois. Mais j'ai trouvé ça, pour le coup, oui, plus romancé, vrai roman d'aventure. J'ai bien aimé en découvrant plus sur le naufrage de la Méduse. Après, est-ce que tout est vrai ou non, je ne sais pas. Parce que autant dans le David Grann, on avait vraiment tout un travail de recherche journalistique, etc. Là, par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai trouvé ça très rustre. Alors, je sais pas si c'est parce qu'à l'époque ou quoi, parce que c'est bien écrit, hein, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Très... un peu poisseux, vous voyez, parce qu'il y a vraiment des scènes qui m'ont répugné. Il y a des actes parfois qui sont sous-entendus et si j'ai compris ce que je devais comprendre, ça me dégoûtait un peu. J'ai bien aimé mais sans aimer en fait. J'ai trouvé ouais, vraiment que les personnages n'étaient pas forcément attachants. Je m'attendais sans doute à quelque chose de peut-être un petit peu plus léger. Genre vous voyez suivre les gens sur le bateau et puis après ça tourne un peu au drame et machin et tout le monde panique avec de l'humour. Il n'y a pas trop d'humour, je vous avoue, c'est vraiment un livre assez sérieux. C'est pas la lecture du siècle, mais c'est pas non plus la pire. Ça m'a laissé un peu mitigée, mais j'ai préféré la façon dont le récit est formé ici que dans Les naufragés du Weiger. Donc je pense que si vous voulez un truc qui concerne un fait divers réel, privilégiez peut-être celui-ci plutôt que Les naufragés du Weiger. Vous aurez plus l'impression de lire un vrai roman d'aventure que l'autre qui est plus un exposé sur le sujet. Et ici on n'a pas des notes de bas de page qui font 60 lignes. Ou la moitié du roman. Donc voilà pour ça, c'était ma foi un bon livre, mais lecture laborieuse, lecture très très longue, lecture interminable. Il reste que mon abandon, du coup qui n'a pas été une lecture interminable parce qu'elle est terminable vu que je l'ai abandonnée. Je voulais donc lire Orgel de Emmanuel Salasque. Donc là, on rencontrait une jeune femme, je ne sais plus son nom, qui vivait dans une vallée un peu reculée et il y a un glacier et en gros, ce glacier menace une catastrophe naturelle à des moments. Et en gros, quand on entend la sirène, c'est qu'il y a danger. Et du coup, la sirène, des fois, elle se déclenchait pour certains exercices. Donc la protagoniste, pendant son enfance, était habituée à ce genre d'exercice. Comme nous, des fois, on a des exercices d'incendie en cours ou la sirène des pompiers le premier mercredi du mois. Et en fait, à ce moment-là, on rencontre cette personnage et elle vit avec... Donc ses parents sont décédés, elle vit avec sa sœur qui est revenue, qui avait disparu pendant des années et qui est un peu là comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, le récit, c'est jusqu'où j'ai été, elle relate un peu son enfance, genre pourquoi sa sœur était détestable, pourquoi elle faisait ci, pourquoi elle faisait ça et tout. Et vraiment, c'était le bureau des pleurs. C'était le bureau des pleurs, ça chouine. Il se passe des trucs, mais elle essaie de justifier un peu le comportement de sa sœur, mais à la fois, elle le dénonce. Et la sœur est insupportable. Vraiment, madame, elle mériterait des paires de gifles, mais par douzaine, quoi. Vraiment, c'était laborieux. Pas du tout d'empathie pour les personnages. Donc j'ai préféré abandonner parce que, en fait, ma lecture m'énervait. Dès que j'ai lu un truc sur la sœur, j'étais énervée. Genre de voir le comportement qu'elle avait, les attitudes qu'elle avait. Et après, se placer en victime et tout, genre, ah non. Ça m'a énervée, donc j'ai abandonné malheureusement. En plus, je m'attendais à un truc un peu post-apo. Parce qu'on est en 2056, donc je m'attendais vraiment à ce qu'à un moment la catastrophe naturelle arrive
qu'il se passe quelque chose qui est du coup que ce soit l'élément déclencheur par rapport à la réconciliation de ces deux sœurs. Et je ne le saurais pas, peut-être qu'à la fin il se passe quelque chose. Mais j'ai dû abandonner je sais pas moi. Ah bah là je viens d'ouvrir, il y a eu une grande catastrophe, il y a eu des morts. Mais je sais pas, peut-être que j'ai vu en fait, j'en sais rien. Mais c'était des sables. La Clémence, là déjà j'aime pas ce prénom, désolée. Mais non. C'est une lecture qui m'a énervée, donc j'ai préféré abandonner plutôt que de m'apitoyer. Cette note plutôt négative, on a fait le tour. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, il y a quand même des très bonnes lectures qui rattrapent les mauvaises que j'ai pu avoir parce qu'elles étaient... Bon, des fois quand elles étaient à la suite, c'était un peu chiant. Mais en soi, c'était un mois de lecture un petit peu laborieux. Donc j'espère qu'en mars, ce sera différent. Je devrais lire au moins 20 livres. Donc je vais lire pour le projet Chatham, je vais lire une autre trilogie, je crois que c'est la trilogie de l'homme et la vérité, je sais pas trop quoi, bref. Du coup j'aurai des lectures de ma palle, mais j'aurai aussi des lectures pour le boulot, donc hors palle. Mais là, du coup le point palle, je commençais février avec 63 livres et je suis à 49, donc plutôt pas mal. Je pense que je vais pouvoir à l'avenir racheter des livres. Ce que je veux dire, c'est que je pense pour le boulot, j'en lirai certains. Mais vous voyez, si genre je lis 5 ou 6 livres de ma palle, ben, je peux en lire 3, en acheter 3 qui seront hors palle. Ça va quand même continuer les milieux. Je pense que 49 d'ici le 31 décembre, ils y seront passés. Voilà, je vais pas m'emballer et acheter 20 livres toutes les semaines. Mais c'est vrai que travailler au contact de la librairie, c'est l'île de la tentation hein, pour les lecteurs. Je vous souhaite de très belles lectures. Je vous souhaite je pense un bon week-end parce que vous verrez ça samedi et dimanche. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!